À la une de l'actualité présidentielle du 29 juillet prochain au Mali, un premier lot de près de 4 millions de cartes d'électeurs est arrivé à Bamako. La police mozambicaine a annoncé lors d'une conférence de presse qu'elle enquêtait sur une nouvelle attaque meurtrière attribuée aux islamistes au Mozambique. Et puis en Côte d'Ivoire, le gouvernement a adopté le 23 mai dernier une nouvelle politique nationale de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Au Tchad, les professionnels de la justice se retrouvent ce mercredi pour évaluer leurs mouvements. Les grévistes demandaient la relève du gouverneur de la région du Logone oriental et le commandant de la gendarmerie à l'origine des tirs contre un avocat dans l'exercice de ses fonctions. Après les magistrats, huissiers, notaires et avocats ont débrayé et menacent de marcher si ces deux responsables ne sont pas sanctionnés. Pendant ce temps, dans les services de la justice, les usagers galèrent. Au Mali, un premier lot de près de 4 millions de cartes d'électeurs est arrivé à Bamako. Elles seront acheminées vers les régions du Nord et du Centre. C'est une carte infalsifiable. Il y a des éléments de sécurité qui sont visibles, d'autres ne le sont pas. Mais elle est infalsifiable. Elle a été éditée au même endroit où on édite, par exemple, le passeport français. Et nous espérons que tout sera sur le terrain pour que la distribution réelle des cartes commence le 20. Le 20 juin. Le 20 juin. Il y a des partis de l'opposition ici présents, mais moi, à ma qualité de président de la majorité présidentielle, j'aurais bien voulu que soit aujourd'hui présent le chef de file de l'opposition. Je pense que c'est une question de responsabilité. Nous avons aujourd'hui une grande partie du territoire où nous n'avons pas une administration, où les écoles sont fermées, où il est impossible de se déplacer, où les gouverneurs ont pris des décisions d'interdiction de se déplacer sur des motos et également sur des véhicules double cabine pick-up. Donc, ce sont des inquiétudes, n'est-ce pas, pour nous, qu'il faut répondre. Du Mali, rendons-nous au Zimbabwe où des milliers de partisans de l'opposition ont dénoncé ce mardi à Harare les intimidations du régime et réclamé un audit indépendant des listes électorales. Et ce, avant le scrutin du 30 juillet prochain, le premier, depuis la chute du président Robert Mugabe. Au Zimbabwe s'organisent les premières élections depuis la chute du président Robert Mugabe. Emmerson Mnangagwa, qui lui a succédé en novembre, fait à son tour objet de critiques et de dénonciations à l'approche du scrutin. Les listes électorales constituent la pomme de discorde entre pouvoir et opposition. Mardi, ils étaient des milliers d'opposants dans les rues d'Harare, sous l'œil attentif des policiers, pour dénoncer l'intimidation, la présence militaire dans les campagnes, les réformes entre autres. Il dénonce même les élections et demande que précède un audit des listes électorales. Pour le dirigeant du mouvement démocratique pour le changement, MDC, ne sera pas autorisée une élection qui ne soit pas libre et juste. La ZANU-PF, parti au pouvoir depuis 1980, est cependant donné largement favori face à un MDC divisé et orphelin depuis la mort de son chef historique, Morgan Tsvangirai, en février. Les élections présidentielles, législatives et locales du 30 juillet seront les premiers scrutins organisés depuis la chute de Robert Mugabe. Emmerson Mnangagwa s'est engagé à organiser des élections libres et justes, alors que les scrutins sous l'ère Mugabe ont été entachés de fraude. Il a convié la communauté internationale, notamment l'Union européenne et le Commonwealth, à observer les élections. Après plusieurs mois d'accalmie, 3 kamikazes présumés islamistes de Boko Haram, selon des sources de sécurité, ont à nouveau frappé à Difa, la capitale régionale du sud-est nigérien, ce lundi soir. Bilan, au moins 9 morts, selon un élu local. Les détails. 3 kamikazes se sont fait exploser pour le moment. Il y a 9 morts et des blessés, a déclaré sous couvert de l'anonymat un élu de la région de Difa, cible régulière d'attaques des islamistes de Boko Haram par le passé.
Les kamikazes, 2 jeunes femmes et un homme, ont fait exploser leur ceinture d'explosifs en différents endroits de la ville, a expliqué l'élu, en précisant qu'une école coranique installée dans un quartier populaire de la ville avait été l'une des cibles. Les lieux des attentats sont bouclés par les forces de sécurité qui ratissent la ville afin de la sécuriser, a confié une source sécuritaire. Ces attaques surviennent alors que le président nigérien Mahamadou Issoufou a entamé lundi une tournée européenne qu'il a conduit à Paris lundi et à Bruxelles mardi. Elles interviennent après plusieurs mois d'accalmie dans la région de Difa, théâtre depuis février 2015 de nombreuses attaques du groupe islamiste Boko Haram, basé dans le nord-est du Nigeria voisin. Fin avril, Niamey avait annoncé une opération militaire régionale d'envergure dans le bassin du lac Tchad, commun au Niger, au Tchad, au Nigeria et au Cameroun, pour débarrasser la zone des résidus de Boko Haram. Cette opération devait permettre d'installer des systèmes de sécurité et de favoriser le retour de milliers de personnes ayant fui depuis 2015 les îles du lac Tchad. Pour rappel, depuis 2009, le conflit provoqué par Boko Haram a conduit au déplacement de 2,4 millions de personnes dans le nord du Nigeria, ainsi qu'au Cameroun, au Tchad et au Niger, selon le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés. Au Mozambique, la police a tenu une conférence de presse. Cette dernière porte sur l'enquête en cours sur une attaque djihadiste présumée dans le nord du pays où des bandits à la machette ont tué 7 personnes. Plus de précisions à travers ce reportage. 7 civils ont été tués et plus de 100 maisons brûlées ce mardi dans le village de Nodé dans la province du Cabo Delgado, tout près de la frontière avec la Tanzanie. C'était lors d'une attaque que la police attribue à un groupe de jeunes musulmans radicaux, connus localement sous le nom d'Al-Shabaab, les jeunes en langue arabe qui a émergé en octobre dernier. L'information est que depuis le 4, vers 23h, les forces armées poursuivent une persécution pour attraper le groupe de 6 bandits en Makomia. Ce groupe de 6 bandits est bien identifié. Et cette persécution est fondamentale pour attraper ces bandits dans les attaques du village de Node, où 7 personnes ont été tuées, 4 blessés et plusieurs maisons incendiées. Lancée aux trousses des auteurs des massacres perpétrés fin mai, la police a tué ce samedi 9 insurgés et saisi des fusils d'assaut et des documents rédigés en arabe. Dans une confrontation, 9 bandits ont été tués. Les forces armées sont patientes et c'est l'action qui va se poursuivre. Comme nous le faisons en ce moment, nous communiquons sur le terrain sans limite pour attraper les bandits et ce sera une action continue jusqu'à ce que le dernier membre de ce groupe cesse de commettre des crimes, comme nous l'avons dit ici. Ce nouveau drame intervient 10 jours après le massacre à la machette de 10 personnes. Je le disais en titre, en Côte d'Ivoire, le gouvernement a adopté le 23 mai dernier une nouvelle politique nationale de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Celle-ci est motivée par la disparition vertigineuse du couvert forestier, mais également par le respect des engagements du pays pris lors des conférences mondiales sur l'environnement. En adoptant cette nouvelle politique, la Côte d'Ivoire s'engage à recouvrer 20% de son territoire forestier à l'horizon 2030. Pour plus de précision, suivons le ministre ivoirien des Eaux et Forêts, Alain Richard Donwayi. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a présenté une nouvelle politique de réhabilitation, préservation et d'extension des forêts en Côte d'Ivoire. Cette nouvelle politique a été guidée par le besoin impérieux de notre pays de préserver et surtout de réhabiliter ces forêts. Forêts qui ont subi une dégradation alarmante depuis quelques décennies
pour nous ramener aujourd'hui à une superficie qui équivaut à 20% de ce que nous avions en début du siècle dernier. Nous sommes passés donc de 16 millions d'hectares à 3,4 millions d'hectares aujourd'hui de forêt, ce qui correspond à 11% de notre couvert forestier, alors que nos engagements internationaux, les engagements pris par Son Excellence Monsieur le Président de la République, doivent nous ramener donc à un couvert de 20% de notre territoire national. Financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2017. Dans ce dossier, Claude Guéant était entendu ce mardi au tribunal de Paris par les juges d'instruction qui enquêtent sur les dites accusations. Claude Guéant, ancien ministre de l'Intérieur français, fut aussi secrétaire général de l'Élysée sous la présidence Sarkozy. Interpellé dans l'affaire libyenne relative au possible financement de la campagne en 2007 de Nicolas Sarkozy, il s'est rendu mardi au tribunal pour répondre à cette convocation. Les magistrats soupçonnent un lien entre un financement libyen et une forte circulation d'espèces au sein du camp Sarkozy, relevé par les policiers dans un rapport de septembre 2017. L'ex-directeur de campagne a à s'expliquer après la mise en examen en mars de Nicolas Sarkozy pour corruption passive, recel de détournement de fonds publics libyens et financement illégal de campagne électorale, puis celle, la semaine dernière, d'Eric Wolff pour complicité de ce financement en tant que trésorier de campagne à l'époque. Cet interrogatoire de Claude Guéant est le premier depuis sa mise en examen le 7 mars 2015, notamment pour blanchiment de fraude fiscale en bande organisée en raison d'un virement suspect de 500 000 € à son bénéfice. Lors d'une perquisition, les enquêteurs avaient découvert qu'il avait reçu cette somme le 3 mars 2008 par un virement en provenance d'une société d'un avocat malaisien. Les raisons évoquées par Claude Guéant pour justifier ce virement sont la vente à cet avocat de 2 tableaux de peinture flamandes. Les juges n'en étaient pas convaincus. Et puis, éruption du volcan de feu au Guatemala, le décompte pourrait encore s'alourdir avec la poursuite des recherches des nombreux disparus. Le dernier bilan faisant état d'au moins 69 morts après la découverte ce lundi par les sauveteurs de nombreux corps calcinés. Le peuple de Guatemala vit depuis lundi un drame. L'éruption dimanche du volcan de feu, culminant à 3763 mètres, est située à 35 km au sud-ouest de la capitale de Guatemala, a entraîné l'évacuation d'urgence de plus de 4500 personnes des villages situés sur le flanc du volcan. La projection de lave et de cendres sur une vaste zone a fait au moins 69 morts. À en croire le porte-parole de la Coordination nationale pour la gestion des catastrophes, les personnes décédées avaient été piégées par la lave incandescente descendue à toute vitesse du volcan. Il a indiqué que quelques 46 blessés ont été recensés, dont la moitié sont dans un état grave. On s'attend à des pluies plus fortes pendant les 5 prochains jours, ce qui pourrait devenir un problème à cause de la possibilité d'avalanches de boue, vu la grande quantité de matériaux volcaniques restant dans les ravines et les rivières. Un total de 1 700 000 de personnes sont affectées à divers degrés par la catastrophe, selon la protection civile. Le président guatémaltèque, Jimmy Morales, a décrété un deuil national de 3 jours. Et c'est sur cette dernière information que prend fin cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi.